Bonjour messieurs, dames. Pour ma part, donc, je vais vous parler effectivement du projet du Vallon de Rochecardon, donc un vallon, des paysages, une histoire et des hommes, qui est donc un territoire qui est empreint de matérialité particulière concernant la végétation, le rapport à l'eau qui est on va dire, le fil conducteur de l'ensemble de ce vallon, et une matérialité spécifique du rapport au sol. Donc, il se situe au nord-ouest de Lyon, comme on peut le constater sur la grande perspective, la grande vue aérienne. Et c'est un territoire qui est confronté à des enjeux territoriaux dont trois majeurs. Les enjeux urbains du fait qu'on est inséré dans le cadre du Grand Lyon. Des enjeux paysagers, puisqu'on se trouve au niveau à l'entrée du Mont d'Or et le syndicat mixte des Monts d'Or a une activité assez dynamique dans ce sens. Et puis la question de l'eau ici primordiale, donc le vallon du Rochecardon est intégré dans le contrat-rivière du Val-de-Saône avec une problématique particulière dont Mathieu a parlé tout à l'heure et que je vais développer. Donc c'est un bassin versant, donc un ruisseau qui fait 7 km de long avec quelques affluents et donc voilà voici les mots-clés des éléments. Et la question qu'on peut se poser par rapport à ce territoire, c'est le ruisseau, quel lien peut-il avoir au niveau territorial, social ou urbain? Et une des premières réponses peut être dans celle de Gaston Bachelard qui dit « En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme, c'est tous mes secrets. » Donc c'est un grand territoire qui mesure une distance de 17 km, donc une temporalité assez courte, à proximité de Lyon, 5 minutes en voiture, 20 minutes à vélo, et puis qui a trois typologies particulières avec trois séquences paysagères spécifiques, mais qui souffrent d'une pression foncière assez forte, puisqu'on se trouve dans les villes, on va dire, assez riches de Lyon. Une petite visite paysagère, donc ici au niveau du château de Saint-André, voici les paysages qu'on peut découvrir au niveau pastoral, une notion de verdure particulière. Et puis quand on arrive au niveau du Talweg, donc à ce niveau-là, on observe donc le méandre du ruisseau avec des arbres de haute futaie. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, il est souvent invisible puisqu'il est inséré dans des propriétés de particuliers et finalement, il est invisible. Il est cerné des hauts murs voilà. Et quand on arrive au niveau de l'embouchure, donc on devine le château de Rochecardon qui donne son nom au vallon. Et puis, il y a vraiment des coutures particulières, donc la voie ferrée notamment, qui ne permet juste un passage de 3 mètres et qui met une barrière visuelle frontale particulière. Et puis plus on avance sur la Saône, plus on recule, et puis enfin on arrive effectivement, on débouche sur l'affluence avec la Saône, et actuellement donc le ruisseau débouche dans un élément intubé au niveau de la Saône. Donc en fait on a trois séquences paysagères particulières, le vallon pastoral, le Talweg forestier et la plaine urbaine. Et ces trois séquences paysagères ont des matérialités spécifiques et elles ont toutes en commun long, à l'exception effectivement de la plaine urbaine où le ruisseau est enterré et invisible. Donc l'idée en fait du projet, c'est de créer un lien du territoire du vallon sur l'ensemble de ces 7 km en travaillant sur une intervention en amont de création d'une ferme bio. Il faut savoir que le syndicat mixte des Monts d'Or est en train d'acquérir les dernières terres arables disponibles en vue d'y installer des fermes biologiques pour préserver la pression foncière et de mettre à disposition d'un circuit court la production agricole. Une deuxième phase serait effectivement tout au long du parcours de créer des cadrages paysagers qui permettent effectivement d'appréhender le territoire du vallon et du ruisseau. Et puis au niveau de la plaine urbaine, créer une centralité qui permette vraiment une communication sur l'ensemble du territoire. Donc il y a trois projets possibles. Donc le projet de la ferme agricole dont je vous ai parlé, qui pourrait aussi avoir une dimension pédagogique vis-à-vis des habitants, mais aussi qui pourrait avoir une dimension, un travail au niveau du bâtiment à caractère bioclimatique pour vraiment mettre en résonance cette réflexion du territoire global.
Au niveau des parcours, l'idée ce serait de travailler effectivement, si j'en ai parlé tout à l'heure, de cadrage paysager, mais qui aurait un faible impact structurel au niveau des territoires. Actuellement, il y a une dizaine d'années, il y a l'association Roche Nature qui a réfléchi à une renaturation du ruisseau. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'avec le temps, ça crée une certaine naturbanisation du territoire, à savoir que les passages détériorent ou en tout cas nuisent un peu au biotope en place. Et l'idée au niveau de la plaine urbaine, c'est de créer une sorte, ce que j'ai appelé une allégorie du vallon, c'est créer donc une place, une centralité qui permette vraiment une communication sur l'ensemble du territoire en termes d'échanges. Les produits de la ferme seraient vendus donc à ce niveau-là et réciproquement avoir une dimension pédagogique transversale sur l'ensemble du territoire. Donc le programme au niveau de la place, donc c'est de créer un marché public avec une halle ouverte, qui permettrait effectivement de poser les produits de la ferme et de créer ce que j'ai appelé un moulin des associations pour accueillir les AMAP et aussi les différentes associations qui œuvrent dans le territoire à but pédagogique en lien avec un jardin pédagogique pour sensibiliser les écoles ou éventuellement les autres publics. Pour réfléchir à ça, j'ai interrogé effectivement la cartographie historique. Au XVIIIe siècle, donc à l'embouchure de la Saône, il y avait donc le ruisseau de Rochecardon ainsi qu'un bief avec un moulin et puis quelques jardins d'agrément. Au XIXe siècle, la création de la voie ferrée en 1844 couture vraiment le territoire, ce qu'on voit là, avec quand même préservation de jardins ouvriers. Donc ça crée une sorte d'accumulation de traces. Au XXe siècle, toujours continuation de ces éléments de fracture entre la zone amont et aval. Et l'objet du projet, c'est de réécrire le lien historique et géographique en faisant ressurgir ces différents éléments. Et puis, l'idée, c'est de réutiliser aussi, actuellement le ruisseau est entubé, et c'est de conserver ce tubage en cas de trop-plein, en cas de pluie et de crues qui peuvent subvenir sur ce vallon. Donc la façon dont j'ai travaillé, c'est essentiellement en maquette, où le ruisseau est vraiment l'élément structurant majeur, avec des éléments d'enturation dont je parlerai tout à l'heure, la révélation des traces passées, et puis des lieux, ou en tout cas des lieux historiques en termes de bâti qui m'ont semblé intéressants, les moulins et puis les retenues d'eau historiques, puisque ce vallon, je n'en ai pas parlé, mais avait une activité de moulinage assez importante jusqu'en 1950. Donc en fait, en termes de matrice sur ce territoire, on est vraiment dans un rapport du sol au ciel assez ténu. Et donc l'objet, effectivement, c'est de travailler sur l'horizontalité, où le ruisseau est vraiment l'élément structurant du territoire par rapport à ses reflets, par rapport aux ondes qu'il induit, et également dans un rapport au sol particulier, donc les sillons de la terre agricole, des éléments très forts, mais aussi les sillons d'écriture. Parce qu'un élément qui est présent dans la plaquette, Jean-Jacques Rousseau a séjourné à 2 reprises au vallon de Rochecardon à l'époque où il était en exil suite à l'édition du livre Les Milles. Il a entretenu une correspondance avec les châtelains après son départ, qui ont été publiés à sa mort et qui, donc sur des lettres de botanique, qui ont eu un retentissement assez important au niveau européen. Et on pourrait dire que c'est une sorte de prémisse à la sensibilité à la nature, en tout cas peut-être à une réflexion environnementale. Donc un travail de cet élément de structure par rapport aux ondes, qui va être, on va dire, l'élément majeur du projet. Donc il s'agit d'ondes harmoniques qui sont extrusées et pressées, liées entre elles par une soudure à la tangence, et de façon à permettre à créer une nappe structurelle qui permet d'avoir des portées assez importantes, de façon à créer une ombrière. Et quand on est sous cette ombrière, on a vraiment une sensation de protection, en tout cas de réflexion qui peut interpeller. Un autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la dimension du rapport au sol. Il y a cette toile de soulage qui m'a été comme une révélation par rapport à ce territoire, puisqu'elle est composée en fait de sillons qui se confrontent les uns aux autres et qui délimitent un sillon bleu. Enfin, c'est comme une allégorie du territoire et qui me fait écho à un travail de Bruce Nauman par rapport au sol, de béton désactivé, brossé, balayé, ratissé, qui donne vraiment un rapport au sol qui m'interpelle particulièrement. Et puis, un élément dont j'ai parlé, c'est le rapport à la voie ferrée, donc où il y a vraiment un resserrement particulier et la réflexion est de savoir comment qualifier le passage sous la voie. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir le passage sous la voie et de le qualifier.
Et là, en l'occurrence, sur ce projet, c'est de créer une retenue d'eau, comme une sorte de miroir d'eau, évocation de l'activité de moulinage passé, mais de faire que ce passage n'est plus un espace de transit, mais un espace qui est donné à voir. Donc le travail, effectivement, a consisté à travailler en maquette, dans un premier temps au 2000e pour appréhender la dimension géographique, topographique, mais également le rapport à la typologie de bâti qui est très spécifique et différent dans ce territoire. Voilà. Et puis au niveau de cette maquette là que je vous présente à l'instant, donc qui a été l'enjeu particulier était vraiment de travailler le rapport à l'eau. Et dans cette séquence urbaine, on peut en déterminer 3 particulières, et j'imagine qu'il y a des renaturations différentes en fonction du lieu dans lequel on se passe. Donc dans la partie amont, en sortie de Talweg, l'idée ce serait plutôt une renaturation naturelle, donc des berges naturelles où on peut imaginer que le ruisseau est son propre paysagiste. Voilà, sur cette partie-là pour le public. Dans la partie de la place dont je parle, l'idée c'est plutôt d'une sorte de rencontre entre le territoire urbain et le territoire paysager, à ce niveau-là. Et puis au niveau de ce pincement là, le parking silo là, du pâté et la sortie pompier, c'est de créer vraiment plutôt quelque chose de très ténu où le ruisseau est presque invisible, mais il est toujours présent. Et puis enfin, il y a une réflexion. D'accord. Il y a un rapport au quai qui est particulier. Le travail en maquette au niveau du 250e, donc il y a vraiment un travail plus de rapport au sol, à la trame et aux éléments de sol, avec ce travail effectivement, la halle qui se trouve vraiment sous la voie ferrée, qui continue sous la voie ferrée, qui permet d'avoir ce rapport au sol et cette onde qui vient vraiment vibrer autour de l'eau. Donc différentes vues. Et la finalité, effectivement, c'est ce moulin des associations qui me semble dire un petit peu l'élément émergent et d'impulsion du projet, où j'ai travaillé sur la même façon, l'emprise historique du moulin, venir y insérer dans les limites les éléments de façade, avec les différentes fonctions attenantes au projet, et de venir y installer cette ombrière, donc qui permet effectivement d'avoir un jardin, différents éléments de passage et de vibration. Puis au niveau structurel, si vous pouvez me prêter la petite maquette. Il y en a beaucoup là. Donc l'idée, effectivement, c'est un système de poteaux. Alors, il faut que je trouve la trame que je ne trouve plus, qui permettent effectivement de venir installer les différents éléments de structure et de venir créer l'onde. Excusez-moi. Voilà. Ça tient. Donc voilà, des éléments structurels. Le rapport aussi à l'eau, et vous constaterez effectivement sur les poteaux, il y a possibilisation, récupération des eaux de pluie au niveau des éléments. Et puis l'idée, c'est une promenade urbaine qui nous permet d'accéder jusqu'au quai de Saône, donc par barbotant, par gros orage, de se retourner sur la voie ferrée, sur la place sous la nappe d'eau, qui permet d'apercevoir la Saône. Quand on se retourne vers 20h, on peut imaginer quelques balades. Et puis, une demi-heure plus tard, le soleil se couche. Et ce qui nous permet de déboucher sur la Saône, avec l'aménagement de quais, de guinguettes, une certaine, convivialité. L'architecte est confronté à la dimension de conception, mais aussi de réalisation de matérialité, qui permet effectivement de se confronter à des choses qui... Et en fait, ce projet interroge sur la faisabilité, la matérialité. Et l'idée, en fait, dans ce projet, ce qui m'a intéressé, il m'a interpellé, c'est cette phrase de Renzo Piano. C'est un moment de synthèse fécondé par tout un contexte, l'histoire, la société, le monde réel des personnes, leurs émotions, leurs espoirs, leurs attentes, la géographie et l'anthropologie, le climat, la culture, et puis la science et l'art. Donc pour faire ce travail, on va dire, c'est aussi un travail d'échange. Donc il y a l'apport important des enseignants avec qui j'ai partagé ce projet, mes camarades de classe,
L'ensemble des gens que j'ai pu rencontrer du Grand Lyon, on est le service des eaux, les associations, Roche Nature, les archives municipales, voilà, c'est vraiment tout un contexte. Mes proches aussi pour cet accompagnement. Et pour moi, effectivement, c'est une histoire d'homme, une histoire d'onde. Mode de représentation très performant, enfin un travail très très conséquent. Je suis assez voilà. Alors je suis bon, bien sûr particulièrement ému par le projet, le deuxième projet, enfin, globalement, intellectuellement, enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont réunies. Il y a une cohérence, c'est-à-dire que quand on démarre avec une citation de Gaston Bachelard, il faut tenir, et voilà, c'est tenu, enfin jusqu'à voilà, il y a enfin, le thème de la matérialité, là, il est vraiment décliné, maîtrisé, et dans une grande économie de moyens, au final, une grande modestie, mais une grande ambition. Donc, ça... Eh ben, on passe à quelqu'un d'autre, c'est super là. Ah non, mais ça m'a vraiment ému, quoi, intellectuellement et tout. Je suis assez bavard. Ouais. Bon. Eh bien, On enchaîne ? oui, on enchaîne. Alors effectivement, je suis un peu comme mon prédécesseur, l'historien, le géographe et l'homme de communication qui sommeille simultanément en moi se réjouit fortement lorsqu'on sollicite ces registres-là de manière aussi habile. Il y a un lien fort, effectivement, et beaucoup d'énergie dans vos trois projets. Et ça, je pense que c'est intéressant. À partir du moment où on parle de dynamique, je vais y revenir, ça ne peut pas être sur un ton atone et dépressif. Et donc, on ressent assez bien, je dirais, la dynamique aussi, j'allais dire, poussée un petit peu jusqu'au marketing, hein, mais dans peut-être le bon sens du terme, au traitement de l'image, qui vous anime. Mais c'est porté par quelque chose, et ça, je vous rends tout à fait hommage. Cette énergie, en fait, elle vous permet de faire émerger dans des territoires qui, il faut bien le reconnaître, surtout dans cette séquence hein, que je connais bien, qui est un peu un temps faible hein, dans tout ce parcours de la Saône. On a vraiment des temps forts, et là on est dans un temps faible. Elle vous permet de faire émerger finalement trois types de dynamiques qu'on voit bien de haut en bas. Une dynamique par le front bâti, hein, parce que là il s'impose, on pourra en discuter, mais à une échelle, qui est, je dirais, celle de la Duchère, mais qui vient vraiment ou qui était celle de la Duchère. Une dynamique par l'imaginaire de l'eau, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, qui est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, mais qui est effectivement assez fort, à partir d'un petit ruisseau, et non pas, je veux dire, c'est pas les chutes du Niagara, donc il y a vraiment un travail très très fort. Et puis à partir finalement des flux ou des réseaux, tels que je l'ai compris, qui, au contraire, au lieu de fermer l'avenir, semble-t-il, l'ouvre avec des possibilités d'extension. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a vraiment des qualités aussi pédagogiques de présentation. Dans le cas du ruisseau, bon, effectivement, c'est assez séduisant. Hein. J'évoquais l'imaginaire de l'eau. Bon, vous avez, à grand renfort de référence, Rousseau, Bachelard, etc., fait appel à ça. Quitte à vous renvoyer à d'autres lectures de Bachelard, il dit quelque chose de très intéressant sur l'eau. Il dit « L'homme a appris à domestiquer et à avoir une relation rationnelle au feu. Il ne l'a pas encore fait avec l'eau. » Et je pense que ça dit un peu la distance que je prendrais avec un certain nombre de choses. C'est-à-dire, lorsque on veut magnifier, et vous le faites très bien, il y a une allégorie du vallon, hein, je crois, le terme est très chouette, vous efforcez de rendre le ruisseau habitable, pas au sens pour y habiter, mais au sens d'Heidegger. Vous prenez le risque aussi d'en tirer, je dirais, le fil un petit peu jusqu'à l'excès. Hein. On est quand même dans un ruisseau de taille très raisonnable. On a la Saône, et c'est vrai que presque on a envie de dire que la Saône ne ressemble à cet excellent ruisseau. Donc, bon, voilà, il y a un dosage, je pense, à trouver sur le côté, et la gestion de l'imaginaire de l'eau, c'est quelque chose qui est effectivement assez compliqué. Il faut parvenir à le faire, à le rendre habitable. Voilà. Au total, c'est des projets absolument passionnants. Voilà.
C'est-à-dire quand on met de l'énergie, quand on donne, parce que je pense que l'architecture est profondément généreuse, c'est pour les autres, c'est pas pour nous-mêmes. Bien sûr, il faudrait qu'on ait du plaisir. Et du coup, une passion, on transmet, donc on y amène les outils pour transmettre, pour faire vivre cette architecture spatialement dans son déplacement et tout. Un jury qui est complètement assis, inactif. Non, mais c'est des choses comme ça qui fait que chez vous, par l'énergie, par les choix de vie que vous avez faits, c'est très lisible, c'est très tout de suite compréhensible. On est captivé par donc voilà une énorme qualité de présentation et en tant qu'artiste, une énorme qualité créative, je me les trouve aussi, mais c'est vrai que là, vous allez jusqu'à la matérialité, vous êtes complètement habité par votre projet, je pense que vous vivez, vous marchez dedans la nuit, enfin je sais pas, c'est vraiment, on le sent, c'est superbe, parce qu'on sent exactement, je le dis parce que moi je suis un peu comme vous, toujours si je ne marche pas sur la tête pour expliquer un projet, donc on est dans cette configuration, vous êtes complètement habité spatialement par votre projet, je trouvais que c'était très intéressant. Après je pose la question, puisque encore une fois, pour pas que tout ça, on reste dans le design et dans la qualité spatiale, moi je cherche toujours la notion du sens, c'est est-ce que cette zone ne peut pas participer aussi également dans ce scénario de l'eau, mais d'un point de vue pas uniquement paysage et gabarit, mais d'un point de vue de fonction, c'est-à-dire est-ce que par le biais que vous disiez que c'est ce parcours biotope, est-ce que, par exemple, il y a tout un travail aussi d'éléments, enfin le biotope qui va partir sur des bateaux, ou des bateaux qui vont venir amener, vous voyez, qui soient aussi fonctionnels dans cette poésie du flux que vous amenez par rapport au ruissellement. Hein. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que peut-être elle peut plus être actrice que simplement là, présente de par son volume. Voilà. C'est construit comme un récit et un ruisseau. Il y a une sorte de cohérence finalement de cette microgéographie, là, de cette entité géographique. Et donc vous mettez votre sensibilité au territoire, au lieu, aux matières et aussi à l'ingénierie sociale, comme ça, au fil de l'eau, en récit. Mais alors j'ai une question qui est... qu'est-ce qui fait la différence entre une halle pour une AMAP et une boutique Prada? Question un peu provocatrice, mais on voit bien que la sensorialité aujourd'hui, elle fabrique des expériences en architecture à tous les niveaux. Donc voilà, aujourd'hui on va consommer de l'expérience architecturale à haute teneur sensorielle. Vous maniez ça à merveille, mais il faut aussi se poser cette question-là. Pour ça, qu'est-ce qui ferait la différence entre un local associatif et une boutique Prada? Et alors le caillou, en plus, combien il coûte? Il était là, c'est du vrai, c'est du faux. Comment il vient jouer avec tout ça? C'est pas, enfin, c'est plus pour vous, pour réfléchir à ces questions de statut de la sensorialité et de l'expérience que ça fabrique dans le projet. Comment ça accueille le graffiti? Comment c'est un espace, voilà. Au-delà de, bien sûr, je m'inscris dans toute la qualité de la sensibilité à la réalité matérielle de l'architecture que vous avez présentée. L'intérêt aussi de cette expérience finalement sur Vèze que vous nous proposez, c'est-à-dire il y a Bachelard, donc on pourrait s'intéresser. Ça me rappelle une autre manière Deleuze, quand il dit un des grands problèmes de l'époque contemporaine, c'est comment réenchanter le monde. C'est-à-dire, Vèze, c'est toute une série de petites catastrophes accumulées sur un site et une proximité de Lyon, un impact industriel, ferroviaire, une intensité de la question topographique, infrastructurelle, voilà, qui est une série de petites catastrophes et qui font qu'il y a évidemment tout ce diagnostic de rupture que vous avez fait émerger, quoi. Et par ces aspects finalement presque, enfin c'est pas de l'acupuncture, c'est de la grosse acupuncture quand même pour certains de vos projets. Finalement, voilà, cette trilogie ou ces 3 points, quelque part, c'est de se dire on va intervenir par points pour essayer de comment on peut renverser finalement inverser
ce qui se passe aujourd'hui, tout en s'appuyant finalement, là encore, sur les potentialités latentes de ce qui est présent. Et là, du coup, ce que je trouvais très intéressant sur vos 3 propositions, c'est effectivement ce qu'on s'amusait à appeler, nous, en atelier, ces objets paysages, c'est-à-dire qu'il y a la réponse, elle est par une architecture qui va trouver des thèmes, des dispositifs, des motifs qui vont être très articulés à cette question de paysage. Et évidemment, retrouver le fil de l'eau à travers ce petit fil, finalement la chose la plus fragile qu'il doit y avoir sur ce site, c'est celle qui parle le plus du grand territoire et de la profondeur de ce territoire, quoi. Et d'aller chercher comme ça dans ce vallon, d'aller chercher entre guillemets l'arrière-pays, et de le convoquer, de le rendre présent thématiquement, programmatiquement dans les usages, je dirais même politiquement, c'est-à-dire une certaine forme de présence agricole, voilà, de consommation de proximité, voilà, circuit court. Enfin, après, on rentre dans toute cette logique-là et de le remettre, voilà, finalement, de le remettre dans cette situation. Et du coup, d'avoir un projet pour tous les deux, je trouve très, très, très juste. C'est-à-dire que finalement, c'est un projet presque minimaliste ou minimal, je ne sais plus ce qu'il faut dire, avec Ricciotti et sa bagarre avec mais voilà, avec ce travail sur cette nappe, avec ce motif, cette émotion, ce truc très horizontal, posé à peut-être 3 mètres du sol, finalement pas très grand, une masse programmatique très faible, mais qui du coup est à la juste mesure finalement de ce grand territoire. Enfin, voilà, c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, parler du grand territoire, oui c'est vrai Chantal, la problématique c'est pas parce que on va parler à la grande échelle si on fait un très grand truc. La force de la relation, elle se fait pour le coup chez toi inversement proportionnelle. C'est-à-dire plus c'est petit, plus ça a été horizontal et plus ça a évoqué cette puissance du vallon, du ruisseau, cette poétique-là, cette poésie-là, qui a ému toi. Donc là, on peut te remercier sur ça, je pense, pour que tu as apporté une forme de définition aussi à ce qu'est l'architecture, peut-être l'architecte, mais ce qu'est l'architecture, c'est un partage d'émotions. Et d'avoir arrivé comme ça à bouleverser notre ami Alain Coquet, voilà, c'est européen, c'est des durs. C'est trop dur. Voilà. Donc il y a une émotion qui passe et par un travail hallucinant, mais de sédimentation de très grande classe et de très grande méthodologie dans ta manière de travailler, qui sont à plusieurs égards exceptionnels. Merci.